Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux d'être devant vous aujourd'hui. J'admets avoir un peu la pression après tout ce que Alban vous a dit sur ma prestation qui devait être extraordinaire et extrêmement éclairante. J'espère qu'elle le sera, mais je ne peux rien promettre. D'autant plus que c'est la première conférence que je fais le matin et que je ne suis vraiment pas du matin. Lorsqu'on m'a envoyé le thème du forum Zaché sur le clivage, je me suis dit, c'est quand même fort. C'est quand même fort parce qu'en fait, on a devant nous 500, 600 personnes qui se réunissent et qui proclament que Dieu s'est fait homme. Et on veut dire, faut-il encore choisir son camp? On parlait de Saint Paul juste avant. Saint Paul disait, c'est une folie pour les païens et un scandale pour les juifs. Je veux dire, le clivage, il est là. Dans la France d'aujourd'hui, 50% des Français sont athées. Être présent 500 et 600 ici autour du Christ est en soi extrêmement clivant. C'est extrêmement clivant. Mais rassurez-vous, le clivage n'est pas en soi un problème. Je me suis converti et ma conversion est issue d'un clivage. Un clivage entre un monde athée préexistant et un monde chrétien qui est venu à nous. Donc en cela, le clivage sort un petit peu des sentiers battus. Le clivage nous rappelle finalement que la vérité, parfois, est inconfortable. Parfois, la vérité doit nécessiter une épreuve. Elle doit aussi pouvoir nous bouger, en fait, nous remuer. Et en cela, le clivage est bon, parce que le clivage est un stimulant. J'irai aussi plus loin avec vous, en vous disant que le clivage, il n'est pas non plus à éviter, parce que le clivage, il est inhérent à l'humanité. Nous sommes tous, par essence, clivés. Comment? Parce qu'en fait, humainement parlant, nous sommes déjà clivés par rapport à Dieu. La chute, en tant que telle, a signé une première séparation entre Dieu et les hommes. Le mot « exister », étymologiquement, veut dire être sorti d'eux, en dehors d'eux. Il y a en cela déjà une barrière entre nous et Dieu, d'où la révélation qui vient recréer un lien entre Dieu et les hommes. Mais même par rapport aux relations hommes-femmes, des mythes grecs, comme celui d'Aristophane, ont mis en avant cet homme-femme fusionné, le mythe de l'androgyne, dans lequel les dieux, par vengeance, ont séparé hommes et femmes. Donc il y a aussi une scission homme-femme préexistante. Mais j'irai encore plus loin, et je vous dirais que le premier clivage est un clivage individuel. Notre monde intérieur est en grande partie incommunicable. Notre monde intérieur est extrêmement difficile à livrer à l'altérité, à communiquer à ses proches. Il est extrêmement difficile de mettre des mots précis sur ce que nous vivons au quotidien. Et en cela, je reprendrai ce que dit Stendhal, nous sommes tous dans un désert, personne ne comprend personne. Le clivage, il est partout présent aujourd'hui. Et en cela, le clivage n'est en rien un problème. Le clivage devient un problème lorsqu'il y a deux barrières vers lesquelles il peut mener. La première épreuve vers le clivage peut nous mener, c'est la mise en silo, l'isolement. Le clivage qui se mortifie parce qu'on n'arrive plus finalement à dialoguer avec l'autre. Le deuxième problème du clivage qui est perverti, c'est la confrontation. C'est lorsque le clivage se transforme en rapport belliqueux. Le but du chrétien, c'est ce que veut Dieu dans son amour, c'est unir les hommes. Et je reprendrai ici une citation que je trouve magnifique de Gustave Thibon, qui est la suivante. « Dieu n'a créé qu'en unissant. Le drame de l'homme, c'est de séparer. Il se coupe de Dieu par l'irreligion, il se coupe de ses frères par l'indifférence, la haine et la guerre, il se coupe enfin de son âme par la poursuite des biens apparents et caducs. L'union est ce que Dieu veut pour nous, et la séparation est ce que font les hommes au quotidien. C'est la raison pour laquelle il faut accepter la nature du clivage, mais pour autant chercher à le dépasser. Le problème, c'est que nous sommes en permanence tentés de nous enfermer. Les élections présidentielles qui vont venir vont être un moment où les clivages vont ressurgir, vont être un moment où les hantises, les haines, parfois aussi les désaccords, vont ressurgir et créer des fractures. Le fait est aussi que la France elle-même est clivée et n'a jamais été aussi clivée. Le sociologue Jérôme Fourquet part d'un archipel français. Nous vivons tous dans des îlots culturellement imperméable, étanche, dans lequel le dialogue est devenu quasiment impossible. Le clivage a pris une proportion telle qu'on passe d'un clivage à un enfermement. Et en fait, en cela, aujourd'hui, on voit un problème majeur à cela.
Le clivage n'a jamais été aussi présent, à tel point que même dans les sphères catholiques, il y a, et quand je suis arrivé, ça m'a frappé, une barrière marquante entre les courants plutôt charismatiques et traditionnalistes. De la même manière que dans les relations hommes-femmes, la polarisation n'a jamais été aussi grande. Les hommes n'ont jamais été aussi conservateurs et les femmes aussi progressistes. Quand on voit en fait tous ces clivages qui augmentent, déjà que d'ordinaire c'était compliqué, on comprend en fait que le monde entier, ou du moins la France, fait face à un véritable enjeu. Et le problème, c'est que vient apparaître, en plus de tout cela, un clivage qui est inhérent au monde numérique. Voilà, soyez rassurés, je reviens à mon sujet, c'est bon, j'arrête de vous faire un tunnel sur le clivage anthropologiquement parlant. Le monde numérique est une grande révolution. Autrefois, notre façon de voir le monde était largement issue de médiation. Médiation opérée par nos parents, opérée par nos amis, opérée par des professeurs, opérée par des médias traditionnels, opérée par des prêtres. Bref, il y avait des médiations qui faisaient notre monde, qui nous expliquaient ce monde-là, qui donnaient un sens à ce monde-là préexistant. Ces relais-là, ces médiations, ont progressivement disparu ou mis de côté, pour laisser place à un monde numérique. Monde numérique qui a pris une place croissante dans la façon que nous avons de comprendre le monde actuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les rapports gouvernementaux parlent de migration. Une migration du monde physique vers le monde numérique. C'est comme si nous changions en fait d'espace anthropologique de vie. C'est une révolution en cela. Et une révolution à tel point que dans un foyer type, il y a aujourd'hui plus d'écrans que d'humains, à part pour les familles très nombreuses. En tout, dans chaque foyer, il y a en moyenne en France 10 écrans. On comprend assez vite que la présence mécanique a remplacé la présence organique. Le numérique renforce les clivages, c'est ce qui est marqué sur le forum Zaché. Je ne vais donc pas contredire cela afin d'être en phase avec l'organisateur, mais j'aimerais aller un peu plus loin avec vous. J'aimerais vous montrer que le numérique vient stériliser les clivages, et cela par 3 aspects. D'abord par la polarisation, ensuite par le conformisme, et enfin par la fuite du clivage. Et après, promis, il y aura les sources d'espérance, ça viendra, n'ayez crainte. Alors, les réseaux sociaux, plutôt que de nourrir les clivages par le débat, produisent une polarisation massive. Dans le monde pré-numérique, donc avant la révolution numérique, il y a toujours eu des séparations. Je veux dire, nous sommes tous attirés par les gens qui nous ressemblent, politiquement, sociologiquement, à tous les niveaux. Cela s'appelle l'homophilie sociale. C'est ainsi, on préférera fréquenter des gens qui ont des opinions plutôt similaires aux nôtres. Donc en cela, la séparation, encore une fois, est extrêmement humaine. Le problème, c'est que le monde numérique fait passer la séparation à la sécession. Il y a une incapacité profonde à communiquer et dépasser la séparation première. Et en cela, la sécession vient créer un fossé entre les gens selon leurs croyances, leurs opinions et ce qu'ils sont. Et maintenant, je vais développer avec vous les mécanismes qui font que la polarisation est devenue la norme dans le monde numérique et donc aussi dans le monde physique. D'abord, il faut comprendre comment fonctionne une logique algorithmique. Le but d'une plateforme numérique, donc tous les réseaux sociaux, mais entre autres, c'est de vous maintenir le plus longtemps possible sur l'interface, pour que vous voyez des publicités, mais aussi pour que vos données soient massivement consommées et revendues. Donc en cela, la logique attentionnelle attend de vous que vous soyez extrêmement présent sur la plateforme. Comment est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut le faire seulement si elle produit un contenu fait sur mesure pour vous. Un contenu qui vient s'adapter à vos croyances, à vos opinions. Si vous aimez en gros le basketball, les randonnées et de gauche, vous aurez des contenus qui vous montreront des randonnées, du basketball et des contenus favorables à la gauche. Bref, absolument tout est fait pour produire un contenu fait sur mesure pour vous. Et cela est normal parce que si tant est qu'il vous montrait une chose qui vous choquait, qui serait contraire à vos opinions, alors il y aurait un risque de répulsion, un risque de sortie de la plateforme. Et donc eux, ils perdraient des parts de marché. Ils n'ont pas le choix donc que de venir à chaque fois caresser vos opinions dans le sens du poil. C'est ce que le militant de gauche américain Eli Pariser appelle des bulles de filtre. Le numérique crée des bulles
qui filtre l'environnement extérieur pour ne montrer que ce qui saura alimenter vos opinions préexistantes. En soi, le numérique est donc fait pour renforcer ce que vous pensez au préalable. Et en cela, la polarisation est présente dans le monde numérique. Maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même d'autres choses à dire. C'est que le monde numérique renforce une hyper-visibilité des symboles politiques identitaires. Lorsqu'on marche dans la rue, généralement, à part si j'ai une barbour, mais globalement, il est difficile de savoir ce que l'on pense, soit politiquement, soit religieusement, soit autre. Donc, à part des cas assez marginaux, finalement, il est assez rare dans la rue de savoir au préalable ce qu'est une personne en soi, ce qu'elle pense. Le monde numérique vient créer une hyper-visibilité. Lorsqu'on vient créer un profil, on doit forcément s'enraciner dans une communauté numérique préexistante. On doit mettre un signe de croix, mettre un croissant, mettre un triangle rouge, mettre une fleur de lys. Absolument tous ces symboles témoignent d'une appartenance à un groupe. Et cela devient hyper visible et hyper normal. Ce qui fait aussi que l'identité qu'on affiche dans le monde numérique conditionne notre façon de réagir. On va vouloir absolument être conforme au triangle rouge, à la fleur de lys, et ainsi incarner à chaque fois une polarité parfois fantasmée que nous voulons absolument et pleinement correspondre. Et forcément en cela, il y a un écart qui se produit entre la vérité et ce qu'on affiche dans le monde numérique. Mais j'irai plus loin en vous disant que le monde numérique nous a tous transformés en leaders d'opinion. Véritables leaders qui viennent créer à chaque fois des contenus, qui viennent défendre des points de vue. Autrefois, si vous grommeliez dans votre cuisine en lisant Le Figaro, Libération ou Le Monde, personne ne le savait. Le problème, c'est que le monde numérique vient détruire la frontière entre espace privé et public, et donc rendre public aussi votre intervention, votre positionnement. Absolument tout le monde ici devient plus ou moins le témoin, le défenseur d'une cause. Et en cela, il y a une hyper aussi crispation qui se produit, parce qu'en fait, absolument toute chose peut être sujet à tension. Nous sommes toujours dans le commentaire d'un phénomène politique et en permanence. Le seul fait de ne pas, par exemple, liker un contenu sur Facebook ou sur Instagram, likes qui sont par ailleurs publics, peut témoigner d'une indifférence et donc d'une opposition. Absolument tout acte, même l'absence d'acte en soi, peut être le symbole d'un engagement politique. Et en cela, le monde numérique hyper-visibilise notre opinion. En cela, ils l'ont bien compris. Ils l'ont bien compris parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des scandales qui ont éclaté sur comment est-ce qu'on devait instrumentaliser, par exemple, Facebook et ses données pour venir favoriser le vote, notamment pour le Brexit ou Donald Trump. C'est ce qu'on appelle le scandale Cambridge Analytica. Comment une société privée a réussi à infuser, à choisir en gros des profils selon les données produites sur Facebook pour ainsi envoyer des contenus qui allaient donc favoriser un vote ou un autre. On voit donc assez bien que le monde numérique est extrêmement puissant pour venir polariser et pour venir attirer finalement dans l'urne des voix qui auparavant pouvaient être hésitantes. En cela, on remarque assez bien effectivement que le numérique participe à un clivage. Mais en disant tout cela, je ne suis pas encore allé au fond des choses. Je n'ai pas encore dit pour moi le principal facteur qui fait que le monde numérique est source de polarisation. Lorsque nous marchons dans la rue, lorsque nous sommes dans le métro, le bus, lorsque nous allons au travail, dans nos repas de famille, on est contraint de parler avec des personnes qui ne pensent pas comme nous et qui sont parfois un peu différentes de nous. C'est ainsi, c'est parfois difficile, mais il faut savoir passer le cap. Ce qui se passe dans le monde numérique, c'est qu'il vient créer donc une bulle sur mesure, je vous l'ai dit, mais une bulle sur mesure qui permet de fuir justement l'altérité qui incarne aussi un rapport à la vérité. La friction est évité en permanence parce que dans l'écran, on peut fuir notre prochain. S'il y a en fait un problème, eh bien je prends mon écran, je scrolle indéfiniment et l'autre devant moi disparaît. Et en cela, on peut toujours, en permanence, rester dans la bulle. Alors qu'autrefois, nous étions contraints quand même à la friction qui nous imposait de sortir de manière désagréable de notre bulle. En cela, le monde numérique permet d'être en permanence raccroché à ce que nous pensons, ce qui est extrêmement nouveau en cela. Et donc, qu'on soit touriste par exemple en Thaïlande, en Allemagne ou en Algérie, eh bien on restera hyper connecté au monde numérique français, à notre bulle, et donc en fait absolument pas présent au monde culturel que l'on visite. De la même manière, si je suis en Erasmus, par exemple, en Russie, en Pologne ou en Suède, eh bien, je resterai extrêmement connecté et passerai environ 3-4 heures par jour à voir du contenu français.
le monde géographique n'a absolument plus aucune prise sur nous, la friction disparaît dans une fuite perpétuelle dans la bulle numérique faite sur mesure. Je ne vous cache pas que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Plus je vais parler et plus ça va être déprimant, donc préparez-vous, ça va être dur. Parce que maintenant, je vais parler un peu d'IA avec vous. L'intelligence artificielle, c'est ce qui permet d'achever, entre guillemets, le processus de polarisation et de désagrégation du monde commun. Alors pourquoi, comment? Eh bien, je vais vous dire maintenant, l'IA, c'est un peu votre meilleur ami un peu hypocrite. C'est un peu cette personne qui vous dira à chaque fois, c'est génial, change pas, t'es parfait. Bon, c'est toujours agréable à entendre, mais c'est rarement vrai. Parfois, ça peut être vrai, mais c'est quand même très rarement vrai. Globalement, l'IA a été faite sur un modèle qui est qu'elle doit complaire ce que vous dites. Pourquoi? Parce que l'IA, elle est forcément une entreprise concurrentielle qui doit gagner des parts de marché. Pour ce faire, il faut qu'elle soit plutôt agréable avec vous. Si lorsque vous ouvrez l'IA, elle vous dit « Vous êtes nul, c'est stupide ce que vous écrivez », le plus souvent, vous allez plutôt faire un mouvement de recul et partir sur ChatGPT, sur Gemini, bref, changer en fait d'IA, qui elle sera beaucoup plus complaisante et ouf, c'est rassurant, finalement, je suis génial et c'est ce que je voulais entendre. Bref, le fait est qu'on appelle cela aujourd'hui un biais de sycophancie. Le sycophancie. Alors, pour ceux qui veulent écrire, S-Y-C-O-P-H-A-N-C-Y. C'est un mot anglais qui veut dire complaisance. J'ai dit sycophancie pour avoir l'air expert devant vous. Le mot complaisance marche très bien, je trouve. L'IA est faite pour être en phase avec vous. Il y a deux raisons à cela. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, le marché concurrentiel impose, si elle veut vous garder auprès d'elle, d'être extrêmement agréable pour gagner par rapport à des concurrents qui feraient des IA encore plus complaisantes. Et plus encore, le mode d'entraînement de l'IA est un mode d'apprentissage par renforcement. Ce qui veut dire qu'un évaluateur prompte l'IA, il reçoit des réponses et après il vient évaluer les réponses de l'IA. En cela, l'IA, elle est faite pour répondre à un évaluateur et savoir qu'en fait, elle doit plaire à l'évaluateur. Donc elle est faite, entre guillemets, sur un biais qui est, je dois toujours être dans la complaisance, être dans la flatterie par rapport à ce que l'évaluateur, et aujourd'hui le consommateur, produira. Donc en cela, l'IA est structurellement faite pour renforcer cela. Et donc, il n'est pas question d'un biais conjoncturel, c'est pas « oups, l'IA est un peu comme ça », non. L'IA ne peut pas être autrement que complaisante dans un marché concurrentiel. Et j'en ai là-dedans une preuve assez marquante. En été 2025, donc en juillet dernier environ, il y a eu malheureusement un drame en Amérique avec un jeune Américain qui s'est suicidé à cause d'une IA. Enfin, à cause d'une IA. S'est suicidé et l'IA a renforcé ce biais-là et l'a amené à passer à l'acte. Forcément, cela est dramatique et Sam Altman, donc le PDG d'OpenAI, qui gère ChatGPT, a voulu agir en conséquence pour ne pas perdre des parts de marché, donc pas que les investisseurs fuient en se disant « mince, il y a un énorme scandale qui éclate ». En conséquence, en août dernier, il a dit « attention, je vais arrêter complètement la complaisance de l'IA, son biais humain, je vais enlever son caractère empathique, je vais la rendre moins mémorielle, bref, l'IA sera un outil et non un compagnon ». Vraiment, il a voulu faire ça. Donc là, c'est ChatGPT 5.0 qui débarque. C'est bon, c'est nouveau. La France et l'Amérique est sauvée. 3 mois plus tard, les tweets sous le message de Sam Altman qui annonce la réforme sont tous larmoyants. Notre meilleur ami disparaît, Sam Altman, comment tu peux faire ça? C'est complètement odieux de ta part. J'en reviens pas que tu sois aussi égoïste. Bref, les gens sont extrêmement atterrés par cela et factuellement, ChatGPT perd des parts de marché. En octobre, Sam Altman revient sur sa décision, mais il est malin. Il revient en apportant une nouvelle innovation. Il dit « Ok, l'IA va redevenir empathique, elle va redevenir mémorielle, mais en plus, elle sera érotique. » Et là, c'est bon, on a trouvé le compagnon parfait pour nous plaire et pour qu'on reste le plus longtemps possible sur l'IA. Vous le comprenez, l'IA est structurellement fait pour confirmer ce que nous pensons, mais plus encore pour l'amplifier. Lorsqu'on va donner une opinion à l'IA, elle va venir argumenter pour nous donner encore plus raison. On pensait qu'on avait raison, ben non, on a encore plus raison que ce qu'on pensait. En fait, on est encore plus génial que ce qu'on imaginait, mais c'est incroyable en fait. Et l'IA vient lister des arguments pour nous dire à quel point nous sommes formidables. Donc on n'appelle pas ça un biais de confirmation, mais un biais d'amplification. Et ce qui est vraiment fort avec l'IA, c'est qu'en fait, elle apparaît bien souvent comme une forme de micro-divinité. L'IA semble, de l'extérieur, dotée de l'omniscience. Elle sait quasiment tout. On lui pose des questions et à chaque fois, elle semble pouvoir répondre à absolument tout. En cela, l'IA semble dotée de traits quasi divins. Et en cela,
lorsqu'on est en fait confirmé par Dieu, excusez-moi, mais on se sent extrêmement porteur d'une vérité avec un V majuscule. Là, c'est parfait en fait, parce que l'IA nous apprend à quel point notre opinion est une opinion qui est extrêmement fondée. Ce qui nous confirme n'est pas une machine, mais quasiment une forme de micro-divinité qui vient nous rassurer. Et c'est ce que dit le romancier britannique de science-fiction Arthur Charles Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et en fait, c'est comme s'il y avait devant nous une entité magique qui venait nous dire à quel point notre opinion était vraie. Comment par la suite réussir à s'en départir? Comment par la suite réussir à ne pas défendre ce que l'on pense avec opiniâtreté et sans aucune humilité? Eh bien cela sera un vrai défi. Et j'en viens maintenant aussi à un risque sociologique assez connu, qui est qu'en fait aujourd'hui, lorsqu'une IA est présente et qu'elle offre un monde sans friction dans la relation, eh bien c'est quand même très agréable. Et donc il y a aussi un risque que plus ou moins, nous allons progressivement nous réfugier via des relations et interactions IA plutôt qu'humaines. Et aujourd'hui, parmi les jeunes Américains, un quart estime plus ou moins équivalent le fait d'avoir une relation amoureuse avec une IA plutôt qu'avec un être humain organique, incarné, bref, un être humain. Vous voyez donc bien qu'il y a là quand même un peu de gêne qui se produit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le clivage sans la rencontre signe la mort de la vérité, et que la polarisation produite par le monde numérique signe donc en partie la mort de la vérité. Mais rassurez-vous, c'est pas fini. En fait, ce que je vous ai dit là, je pense que c'est assez peu original. Et comme j'aime bien être original, je me suis dit, je vais faire un grand 2, un peu plus marquant, ou du moins un peu atypique, et vous me direz ce que vous en pensez. C'est risqué, c'est risqué. Je considère que la vertu du clivage est menacée par la tentation conformiste au profit d'une incapacité à incarner une idée et donc à cliver. Le conformisme nous amène à être incapables de défendre une opinion qui nous serait propre et singulière. Je considère que le risque auquel nous faisons face, c'est l'apparition, l'avènement du clone mécanique, de personnes qui répètent des éléments de langage, appris par cœur dans le monde numérique, et qui ainsi défendent une posture mécanique qui n'est pas du tout une posture réflexive, individuelle et intellectuelle. La tech nourrit largement ce conformisme de masse, et je vais commencer par un premier exemple qui va être très parlant pour vous. Il faut comprendre que le monde des réseaux sociaux fonctionne comme un immense marché relationnel. Un marché relationnel dans lequel nous voulons tous gagner en visibilité. Pour ce faire, il faut répondre à des critères clairs qui sont les canons du marché pour réussir à sortir du lot. D'abord, cela passe sur les critères suivants. Il y a forcément la question esthétique, être plutôt beau peut aider. Il y a évidemment la question de l'émotivité, savoir incarner l'émoi aide forcément à créer l'empathie chez le public et donc à créer l'engagement. Il y a aussi l'expressivité, plus on est fort pour incarner aussi ce que l'on ressent, il y a forcément plus cela est communiqué aux consommateurs derrière l'écran qui alors accroche l'influenceur. Et on peut aussi parler de la sexualisation. Voilà, plus c'est sexuel, plus l'attention sera aussi retenue par l'écran. Bref, c'est pas exhaustif, mais il y a comme ça des critères qui sont extrêmement importants pour retenir l'attention. Et là, vous vous dites, merci Baptiste, mais pourquoi tu nous dis ça? Eh bien parce que ces critères-là deviennent plus ou moins des normes, des canons, qui agissent comme un énorme levier conformiste pour tout le monde. Nous voulons tous correspondre plus ou moins aux 4 critères que j'ai mentionnés. Et cela se voit avec un exemple extrêmement précis, qui est la musculation et le bodybuilding. Alors le fait que lorsque je dis ce mot-là, vous rigoliez, je trouve ça extrêmement désagréable. Je suis là pour ça. Le monde numérique crée un monde de l'image. Dans ce monde de l'image, nous cherchons absolument tous à mettre en avant nos physiques. Les femmes donc souvent avec des minceurs exagérées et des formes extrêmement généreuses, les hommes avec une musculature hypertrophiée. Bref, le monde numérique met cela en valeur de manière exacerbée à travers des filtres, une luminosité et évidemment une discipline quotidienne extrêmement marquée. Cela est normal, c'est ainsi, mais le problème c'est que nous passons environ 4 à 5 heures par jour à voir cela. Forcément, cela aussi a un biais conformiste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui,
les salles de sport ont explosé en France. Pourquoi? Aussi parce que le monde numérique a imposé de nouveaux standards. En tout, chaque année, ce sont environ 350 salles de sport qui ouvrent en France. La nutrition sportive, c'est 10 à 12% de points de croissance par an. C'est une véritable explosion de l'industrie sportive qui est largement liée à un modèle musculaire hypertrophié dans le monde numérique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde numérique fixe des standards au niveau physique et qu'on va vouloir les suivre. Le problème, c'est qu'il n'est pas question que de physique, il est aussi question d'opinion, il est aussi question d'intellectuel, il est aussi question de réflexion. Et c'est là où j'en viens avec vous, avec des exemples peut-être moins parlants, mais qui vont vous faire comprendre que, malheureusement, il y a un rouleau compresseur intellectuel qui est mis en place au niveau numérique. Autrefois, lorsque nous existions, il pouvait arriver malheureusement, c'est difficile mais ça arrive, d'être seul. Être seul dans une chambre, être seul dans une salle de bain, être seul en forêt, dans un champ. Bref, il y a des moments comme ça où on devait supporter l'énorme poids de la solitude. Temps durant lequel nous pouvions penser, vaquer à nos occupations, avoir des pensées, un imaginaire propre. Bref, un temps qui était en soi réservé à notre propre réflexivité. Ce qui se produit devant nous, c'est que notre monde n'a jamais été autant hyper socialisé. Nous sommes en permanence soumis à la pression sociale à travers une excroissance numérique qui incarne la société. Dans le téléphone existe absolument tous nos proches et moins proches, tout ce monde social qui s'impose à nous dès que nous l'ouvrons. En cela, il n'y a plus aucun moment d'isolement ou solitude qui peut exister. La capacité à avoir un temps propre à soi durant lequel on produit une pensée qui nous est propre disparaît dans une hyper-socialisation produite largement par un écran que nous emmenons partout avec nous. C'est un premier point et je vais continuer comme ça pendant environ 1, 2, 3, 4 points. Préparez-vous. Le deuxième point, c'est la question de l'homogénéisation des préférences. Plus nous sommes connectés en ligne, plus nos préférences ont tendance à s'homogénéiser. Pourquoi? Parce que l'algorithme va nous amener vers des contenus à forte viralité, donc des contenus très populaires qui marchent bien, soit pour une niche, soit pour un plus large spectre. Dans tous les cas, nous sommes amenés vers les contenus les plus standardisés possibles. En cela, notre pensée, forcément, est aussi amenée à devenir standard. Notre pensée est aussi le fruit de ce que nous voyons et consommons au quotidien. Il faut vraiment le comprendre. Mais j'irai plus loin avec vous en vous disant en fait que notre monde social numérique est un monde hyper conformiste. Des chercheurs en sciences cognitives ont montré que lorsque nous partagions un article en ligne, la zone du cerveau qui va s'activer, c'est la zone de la représentation de soi. On se demande qu'est-ce que penseront les gens de ce que j'ai pu partager en story, en publication, comme article. On se demande toujours qu'est-ce qu'ils vont penser et surtout on va anticiper leur réaction en ayant une peur quasiment pathologique de la validation sociale. Est-ce qu'ils vont valider ou non ce que je vais publier? Et en cela, le monde numérique est un monde de l'hyper-stress social où on se dit en permanence « mais mince, si ça se trouve, ce que je vais dire va les offusquer et je vais perdre tous mes amis. Et comme nous sommes des animaux sociaux, perdre ses proches, c'est aussi perdre sa vie en fait. » Et donc en cela, il y a un risque qui est énorme et palpable dans ce monde numérique. Donc le conformisme est très présent parce que le monde social devient étouffant. Je l'ai dit. Et pour ceux qui se disent « non mais ça va, je ne publie jamais, j'ai jamais partagé de story, je me sens pas du tout concerné par ça », le seul fait d'être présent dans le monde numérique à un haut volume implique une forme de normalisation et de positivation aussi du contenu qui est publié. C'est un biais en sciences cognitives qui s'appelle le biais de simple exposition. Plus on est exposé à un contenu et plus on considère qu'il est normal et bienvenu. En cela, le monde numérique crée pour nous un nouveau référentiel, une nouvelle norme. Donc en cela, oui, le monde numérique, même passivement, participe à nous conditionner. Maintenant que j'ai dit ça, je passe à mon deuxième point, qui est le rôle de l'IA. En fait, à chaque fois, je vais faire ça. À chaque fois, je vous déprime avec le monde numérique, donc réseaux sociaux, et après, je passe à l'IA. Donc, ça va être extrêmement violent à chaque fois, mais promis, là, après, je vais commencer un peu à calmer le jeu. Le rôle de l'IA est extrêmement important, et là, je me base absolument que sur des études scientifiques. Le premier point que j'aimerais mentionner avec vous sur la question du conformisme numérique, c'est la question de l'uniformisation linguistique. L'IA a tendance à nous amener à prononcer, écrire des mots qu'elle-même a pu produire. Plus on va utiliser l'IA, plus on aura tendance à écrire comme l'IA. Seulement, l'IA elle-même est biaisée.
Elle aura tendance à avoir un vocabulaire plutôt universitaire, plutôt propre à la recherche académique, et beaucoup moins dans l'émotivité, beaucoup moins dans l'expressivité, beaucoup moins dans l'expression du fort interne. En cela, l'IA manque une part importante de l'expérience humaine. Et si nous utilisons massivement l'IA, il y a aussi un risque, effectivement, que nous soyons incapables de faire ce voyage psychologique en nous-mêmes, mais donc aussi en l'autre. Et si on n'arrive pas à comprendre l'autre pleinement, à force d'avoir des mots qui nous apprennent à penser l'autre qu'à travers une vision un peu mécanique et universitaire, il y a effectivement un risque de perdre pied par rapport à lui et de rester en permanence dans l'incompréhension. L'uniformisation n'est pas que linguistique, elle est aussi culturelle. L'IA est largement entraînée sur des données qui sont, elles, anglo-saxonnes. Donc forcément, le contenu produit va être plutôt anglo-saxon. Qui plus est, je vous l'ai dit, les évaluateurs qui donc voient si l'IA a bien réagi ou non, qui vont donc la former, sont des évaluateurs qui sont eux-mêmes souvent anglo-saxons. Bref, on comprend assez vite en fait que l'IA est largement imprégnée par un paradigme culturel qui est le paradigme anglo-saxon. En cela, les traditions culturelles françaises, régionales, locales, les traditions culturelles étrangères de pays d'Afrique ou d'Asie sont méconnues par les IA. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en utilisant massivement l'IA pour réfléchir, nous allons nous calquer sur un paradigme anglo-saxon qui n'est pas forcément le nôtre et qui parfois aussi niera l'identité profonde que nous pouvons avoir. En cela, l'IA participe aussi à uniformiser l'être humain, notamment sur le plan culturel. Et j'en viens maintenant à un troisième point, qui est l'uniformisation, attention, bougez pas, des idées. En fait, l'IA aura tendance à améliorer les idées que les gens, entre guillemets, médiocres auront. C'est-à-dire qu'elle vous donnera une meilleure idée souvent que la moyenne des idées produites. Seulement, pour les gens qui ont des idées un peu originales, out of the box, un peu extraordinaires, eh bien, elle aura tendance à les ramener à un niveau moyen d'idées produites. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui sort de la norme est souvent ramené à un niveau convenu par l'IA. Ce qui fait que même la capacité à incarner une idée un peu originale, un peu excentrique, donc hors du centre, devient impensable et impensée. L'IA produit aussi une forme d'uniformisation idéale. Donc vous l'aurez compris, nous perdons une capacité à incarner le clivage à force d'être coincés dans une IA et un monde numérique qui nous uniformise et renforce le conformisme. J'en viens donc à mon troisième point, et après, promis, je vous rassure pleinement avec plein de jolis mots doux. J'adore son rire. Le troisième point, c'est la fuite du clivage. La fuite du clivage par deux manières. D'abord par la délégation à la machine, délégation de nous-mêmes à la machine, et ensuite par le divertissement numérique. Alors, le premier point est très simple. Nous passons en moyenne 4 à 5 heures par jour sur les écrans, hors temps scolaire et hors temps professionnel. Cela est considérable et ce temps-là est considéré en sciences cognitives comme un temps qui est volé. C'est-à-dire un temps qui est beaucoup moins stimulant sur le plan cognitif, mais aussi un temps qui n'est pas pleinement vécu. Un temps où tout nous est extrêmement extérieur. Nous vivons dans l'écran, par procuration, des choses que d'autres ont vécues. Et en cela, le temps numérique est un temps qui n'est pas extrêmement intense sur le plan anthropologique. C'est un temps qui est assez pauvre en fait sur le plan existentiel et forcément cela aussi implique une incapacité à agir dans le clivage dans la mesure où notre monde est devenu beaucoup plus pauvre. Mais j'irai plus loin et j'irai jusqu'à dire que l'algorithme renforce en nous une forme de passivité. Quand est-ce que la dernière fois que vous avez fait une recherche sur la barre de recherche YouTube, Facebook, Instagram? C'est quasiment rare de le faire, extrêmement rare, parce que l'algorithme saura toujours proposer un contenu recommandé qui saura convenir à ce que nous voulons. En cela, la volonté, qui est aussi un muscle, est en train d'être perdue par une forme de fast-food numérique qui nous propose en permanence ce que nous devons penser, ce que nous devons consommer. Et donc forcément, il y a aussi en conséquence une incapacité à pleinement choisir. En cela, à force de se déléguer à la machine, le clivage devient abandonné. Mais j'irai encore plus loin, je vais quand même très très loin là, en vous disant que le monde numérique renforce aussi l'impensé. Il renforce l'impensé par 3 leviers. D'abord, par une forme de temps qui est perdu. Or, pour penser, il faut forcément du temps. Or, aujourd'hui, nous recevons en moyenne 220 notifications par jour, ce qui en fait une toutes les 6 minutes. Aucune pensée ne peut se déployer pleinement si elle est coupée en moyenne toutes les 6 minutes. Donc, c'est forcément une pensée qui est mutilée et donc une pensée qui est superficielle.
Plus encore, pour penser, il faut aussi un temps d'arrêt, il faut un espace pour que la pensée puisse émerger, pour qu'elle puisse prendre racine. Or, l'ennui disparaît. Selon le baromètre du numérique 2024, 70% des personnes scrollent durant les temps morts. Donc les temps morts ont disparu, les temps morts disparaissent dans la consommation numérique. Forcément, du coup, la pensée elle-même est mise en retrait par rapport à la consommation que nous aurons. Et enfin, la pensée est menacée par l'absence de mots. En fait, le fait est que la consommation numérique se fait bien souvent au détriment de la lecture. Lecture qui a une richesse sémantique, une richesse syntaxique qui est bien plus grande bien souvent que ce que le monde numérique propose. En cela, il y a aussi un risque d'appauvrissement structurel de la pensée, car la pensée, c'est avant tout les mots et les véhicules qu'ils peuvent incarner. Donc, le clivage est fui dans la délégation à la machine, mais le clivage est fui aussi à travers le divertissement numérique. La quête de la vérité est une quête lourde à porter. La quête de la vérité peut être, je l'ai dit, extrêmement désagréable. Elle implique de penser contre soi-même, elle implique parfois aussi de comprendre qu'on peut être en tort, elle implique donc parfois une quête psychologiquement difficile à vivre. En cela, le divertissement est la réponse parfaite. Divertir, sur le plan étymologique, ça veut dire se séparer de soi, distraire. Se séparer de soi pour partir dans le monde numérique et ainsi ne plus avoir à assumer ce lourd fardeau de la quête de vérité. Le divertissement numérique est un divertissement qui est devenu infini. En cela, on a trouvé la réponse parfaite, la réponse existentielle parfaite à la quête de vérité, parfois trop lourde à porter. Le monde numérique propose à l'infini des réels, des vidéos courtes, des séries Netflix, bref, absolument tout pour ne plus avoir à penser. Et pour ceux qui pensent que les bulles politiques, informationnelles, culturelles sont très présentes dans le monde numérique, eh bien, je vais vous décevoir, mais les plus grandes stars du monde numérique ne sont pas le frère Paul Adrien, ne sont pas Amen Media, ne sont pas, bref, tout ce que vous pouvez connaître. Ce sont Squeezie, Thibaut InShape, Michou, qui sont par ailleurs très bien, mais qui aussi incarnent la prééminence du divertissement dans le monde numérique. Pareillement sur Facebook, ce qui va prédominer, ce n'est pas des chaînes soit intellectuelles, soit politiques, ce sera Shakira, Lionel Messi et Ronaldo, par ailleurs que j'apprécie beaucoup. Mais encore une fois, le divertissement prime sur la pensée dans le monde numérique, et le monde numérique est fait pour livrer de manière industrielle de quoi oublier la quête de la vérité. Le philosophe communiste Michel Clouscar disait la chose suivante: se passionner pour l'anodin, c'est dire son mépris de l'essentiel. Se passionner pour l'anodin, c'est dire son mépris de l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? C'est ce pourquoi nous sommes prêts à cliver. Et j'en viens à ma dernière partie, qui est source d'espérance, je l'espère. Notre rôle est d'assumer le clivage, non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'ouvrir au mystère de l'altérité et de la vérité. Notre rôle est d'assumer le clivage. Il y a un véritable danger chrétien, je dis bien un véritable danger chrétien, à convertir la charité en faiblesse, à convertir la charité en assentiment permanent, à convertir la charité en absence de soi. Non, la charité, c'est aussi de pouvoir livrer une vérité au monde, une vérité qui soulage par l'amour, une vérité qui libère des entraves. Bref, la charité est indissociable de la vérité. Et en cela, il faut être extrêmement prudent par rapport à un mal qui règne beaucoup dans les milieux catholiques, je trouve, qui est l'unanimisme de façade. Vouloir montrer que tout est bien, tout est gentil, tout est beau, bref, la fameuse expression « béni, oui, oui ». J'ai dit ça avec un ton extrêmement intellectuel, alors que c'est vraiment une expression extrêmement familière, mais voilà. Donc, béni oui oui, c'est un vrai problème. Et le problème, c'est que cela est plus sociologique que théologique. Je répète, le caractère unanimiste est plus sociologique que théologique. On le voit assez bien lorsque Jésus-Christ nous parle dans la Bible. Il nous appelle à une chose qui est extrêmement difficile, et par ailleurs dans les sphères les plus intimes. Même au sein de la famille, il dit la chose suivante: qu'il est venu apporter le glaive. Il est aussi venu apporter la division. Et quiconque s'est converti dans une famille qui n'est pas croyante sait à quel point cela peut être vrai. Sait à quel point la division et le clivage peuvent régner. Ce n'est pas le but, encore une fois, mais c'est parfois un moyen inévitable lorsqu'on incarne une vérité trop ambitieuse pour ce monde.
Donc le fait est que le glaive, la division, est inhérente aussi au message christique. Et j'irai plus loin, j'irai jusqu'à dire que l'Évangile nous appelle aussi à incarner avec ardeur ce clivage. Avec ardeur, mais sans oublier la charité et l'humilité. Mais quand même avec ardeur. Dans l'Évangile selon Saint Jean, on le lit quand même très clairement, Dieu vomit les tièdes. Osons incarner pleinement ce que nous sommes, osons être pleinement présents à la vérité que nous voulons incarner, car Jésus-Christ le dit lui-même en Saint Matthieu, « Qui n'est pas avec moi est contre moi ». Est-ce qu'il n'y a pas un appel au clivage plus grand que cela ? Difficile à dire. Le fait est en tout cas que le clivage est inhérent à l'expérience chrétienne, parce que la vérité chrétienne est remuante, parce que la vérité chrétienne est extrêmement ambitieuse pour ce monde, et qu'elle ne peut laisser pleinement indifférent. En cela, on doit vivre le clivage, mais jamais le clivage comme une fin en soi, toujours le clivage comme un moyen par lequel il faut passer et toujours adossé à la charité et à l'humilité. Alors maintenant, très concrètement, comment agir ? Comment nous, au quotidien, pouvons-nous réussir à incarner dans un monde très polarisé, dans un monde numérique, ce goût de la recherche de vérité qui passe bien souvent par le clivage ? D'abord, c'est mon premier point, il est important de hiérarchiser les vérités. La mise en place d'un chargeur universel au niveau européen pour les smartphones ne vaut pas la peine de créer de tensions et de clivages particuliers dans les repas de famille. Là, c'est mon opinion, mais savoir si on doit s'agenouiller ou non à la messe est pour moi pas forcément une vérité qui requiert de se battre à mort pour cela. Je pense qu'il est important de savoir hiérarchiser ce pourquoi on doit être prêt à cliver. Des choses, parfois insignifiantes, prennent une place trop grande parce que nous sommes trop proches. Et plus nous sommes proches, plus les différences sont visibles. Apprenons parfois à faire 1, 2, 3 pas de recul pour voir en fait ce qui nous rassemble avant de voir ce qui nous oppose. En cela, on pourra déjà commencer un peu à avancer et à voir comment, quand et comment le clivage est pertinent. Le deuxième point, c'est le suivant, c'est qu'il faut reprendre l'attention donnée à l'industrie numérique. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre l'attention pour la livrer à l'altérité, à la rencontre. L'attention laissée à l'écran est une attention perdue pour notre prochain. L'attention, c'est quoi ? L'attention, c'est la tension de l'esprit vers quelqu'un, vers quelque chose. Si je tends mon esprit vers l'écran, eh bien mon esprit ne sera pas imprégné par mon prochain, par ce qu'il pense, par ce qu'il a vécu, par ce qu'il a amené à penser ce qu'il pense aujourd'hui. Bref, on ne comprend pas pleinement l'autre si on n'arrive pas à porter l'attention vers ce qui est, pleinement. En cela, l'attention doit être reprise au monde numérique pour être portée vers le prochain. Soyons pleinement attentifs quand autrui nous parle. Et enfin, et c'est mon troisième point, c'est qu'il faut oser la parésia. Qu'est-ce que la parésia ? C'est le fait d'annoncer la vérité, parfois au mépris de sa vie. Alors, sans vous appeler au martyr, il faut quand même oser parfois dire ce que l'on pense, même si cela peut être douloureux, difficile à entendre. Le fait est qu'il y a aussi des vérités qui bousculent et qu'être un peu bousculé parfois est rarement malvenu. Le fait est que notre monde nous a amené, notamment par rapport aux bulles de filtre, à un hyper-confort social, à un hyper-confort intellectuel, et que parfois, être un peu bousculé par une vérité dite avec charité est toujours bienvenu. Donc apprenons aussi à dire cette vérité-là en ayant toujours à cœur aussi l'humilité, c'est-à-dire la conscience que parfois nous pouvons nous-mêmes avoir mal compris cette vérité-là ou l'avoir mal communiquée. Cela est devenu extrêmement important car, comme le dit l'écrivain Georges Bernanos, l'intelligence est vite intolérante avec ce qu'elle ne comprend pas. Notre monde n'a jamais été aussi peu près de comprendre ce qu'était le message de la révélation christique. En cela, l'intelligence de demain pourrait être extrêmement intolérante par rapport au message que nous portons ici aussi. Il y a, et je vous rassure, des signaux d'espérance. Il y a vraiment de quoi ne pas prendre une boîte entière de Xanax en rentrant chez vous ce soir. Il y a vraiment de quoi espérer, je vous en conjure, croyez-moi. D'abord, il faut savoir que le périmètre du monde numérique tend à décroître. Depuis 2022, le temps passé sur les réseaux sociaux a commencé à diminuer. Cela est nouveau et particulièrement marqué en Occident et en Europe. En Europe, la génération Z, donc ma génération, a tendance aujourd'hui à faire décroître son temps passé sur les réseaux sociaux. C'est une nouveauté, mais donc le monde tend à changer. Plus encore,
beaucoup de pays dans le monde, à commencer par l'Australie, à commencer par les Pays-Bas, à commencer par le Danemark, ont mis en place ou mettent en place actuellement des âges minimaux pour intégrer les réseaux sociaux. En cela, le monde numérique aussi perd en périmètre et donc perd dans sa capacité à conformer, à nous formater plus ou moins à ce que nous devrions penser. On arrive aussi à une nouvelle source de confiance et d'espérance, c'est qu'en fait, l'algorithme est de moins en moins une boîte noire. Autrefois, on disait beaucoup, l'algorithme, on ne peut pas y toucher, c'est incompréhensible, trop complexe. Pour la première fois, au niveau européen, on tend à vouloir analyser, diagnostiquer la boîte noire qu'est l'algorithme. Et ce qui serait merveilleux de faire, c'est d'ajouter dans l'algorithme de la sérendipité. En gros, du hasard. Là aussi, c'est un mot très technique pour vous impressionner, mais le mot hasard convient très bien. La sérendipité, c'est le fait de dire, vous êtes habitué à avoir en fait des propos qui vous habituent, qui vous sont familiers. Apprenez à avoir un propos qui est différent. Un propos qui va venir heurter ce dont vous êtes pleinement familier. En fait, c'est vraiment ça. C'est que demain, il faut que le monde numérique vous propose un contenu qui soit différent de ce à quoi vous êtes accoutumé. Cela est possible, cela implique un peu d'ingénierie algorithmique, mais c'est complètement envisageable. Et enfin, et c'est mon troisième et dernier point, des lieux physiques commencent à être réinstitués. Les applications de rencontres sont progressivement désertées en Amérique parce qu'elles ne plaisent plus assez. Elles passent pour des pièges et en cela, les gens aujourd'hui choisissent de se rencontrer ailleurs. Les clubs de footing sont en plein essor et je ne vous cache pas que ce n'est pas que pour l'amour de la course. Les clubs d'escalade sont aussi en plein essor et je ne vous cache pas que ce n'est pas que pour l'amour de l'escalade. Bref, on comprend assez vite que le monde physique devient réinvesti par des jeunes générations qui sont aussi désabusées par le monde numérique. Donc on voit vraiment un mouvement de retour qui vient et réinstituer des lieux physiques, balles populaires, tiers-lieux, etc., est aussi un moyen de retrouver, entre guillemets, un contact direct avec le monde. Bref, je vous rassure, j'en viens maintenant à ma conclusion, qui est qu'il faut et qu'il est impératif d'investir les clivages, non pas pour diviser, mais pour une union plus proche de la vérité. Le clivage comme moyen et non le clivage comme fin, le clivage comme moyen pour aller vers la vérité, le clivage comme moyen pour aller vers l'altérité. Et je reprendrai ici les mots du romancier Drieux-La Rochelle dans son roman Gilles. La foi puissante est celle qui est consciente des inévitables contradictions qu'elle embrasse. Osons cette pleine conscience par l'ouverture au clivage. Je vous remercie. Waouh! C'était une Porsche à 200 à l'heure. Grand merci. En tout cas, je vois que tu, avec les applaudissements, tu as gagné ici ta Psycho Fancy. Voilà. Donc, de la complaisance, de l'appréciation, j'espère. Donc, merci de cette entrée en direct dans cette révolution anthropologique, civilisation, tu l'as détaillé. Merci de cette confirmation, comment les lieux physiques, et je vais comprendre, le Forum Zaché et Paray-le-Monial, donc sont validés voilà, comme des lieux de retrouver notre attention, notre relation, retrouver quelque part notre volonté. Tu as dit que c'est un muscle qui s'exerce. Et je pense que c'est très clair aussi dans les Écritures, la façon dont nous avons à choisir. Typiquement, lorsque Dieu nous dit choisis la vie, voilà, il y a un oui, un non à donner. À plusieurs endroits, il y a un choix à faire. Donc je vous rappelle ce livre donc, qui est en vente à la librairie en bas, L'homme démantelé. Si tu peux expliquer en 2 mots rapides le titre. Voilà, démantelé, c'est pas juste abîmé ou déconstruit, etc. C'est plus fort. Oui. Alors, ce que j'ai voulu signifier par ce titre, c'est que l'homme, progressivement, se rapproche de la machine. L'homme n'est pas... Démantelé, c'est pas seulement mutilé. Mutilé, c'est humain. C'est horrible, mais c'est humain. Démantelé, c'est machinal, c'est dans un garage qu'on fera ça pour une voiture ou une machine à laver. Bref, ce que vous voulez, en tout cas, une machine électronique. Là, ce qui se produit, c'est qu'on devient machinal, et en cela, notre existence qui nous est enlevée est une existence qui nous enlève aussi, du coup, une part de notre humanité. Et c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que par démantèlement, il y a réduction de l'expérience humaine. Et mon point essentiel que j'ai un peu mentionné à demi-mot dans la conférence, c'est que l'intensité
de l'expérience vécue aujourd'hui n'a jamais été aussi appauvrie par le monde numérique. Qu'une enfance, adolescence entière passée sur l'écran est une enfance, adolescence qui ne laisse aucun souvenir marquant et qui, dans l'expérience humaine, est beaucoup moins présente et beaucoup moins intense. C'est vraiment un mot-clé, et donc dans le bouquin, je retrace plein d'aspects qui sont enlevés, hein. L'émerveillement, l'innocence, la volonté, le bonheur, bref, plein de choses que je relate. Et donc le fait est qu'effectivement, l'homme passe à la machine, et de machine passe à une machine diminuée, parce qu'on lui enlève en plus des caractéristiques phares de son humanité d'autrefois. Et avec mon épouse qui travaille dans les milieux de l'éducation, on voit une tendance qu'on appellera, je vais utiliser des mots forts, mais tu as ouvert la boîte de Pandore, une crétinisation cognitive chez les enfants avec les écrans. Voilà, une crétinisation cognitive. Alors je dis les enfants, mais moi j'ai un usage de LinkedIn de temps en temps, et puis je me dis, mais est-ce que je ne suis pas un peu addict, etc. Je le sens, alors je suis adulte, mature, j'essaie de vérifier, de me contrôler, etc. Mais les adultes aussi, hein, la crétinisation nous gagne. Donc pour vous lire les quelques 3 parties, être virtuellement ou ne pas être, autrui comme profit, modèle ou tutelle, hein, les questions de puissance de l'argent, de marché, etc. Et donc de financiarisation du numérique. Penser l'apocalypse numérique. Alors l'apocalypse, on va prendre au sens biblique, apocalypto, retirer le voile, dévoiler, comprendre, révélation. Voilà, c'est ton épilogue qui nous ouvre, et avec ton chapitre sur l'espérance et la responsabilisation, comment chacun, nous avons à aussi prendre en main cette volonté, reprendre le pouvoir face à cette vague déferlante, addictive, confortable, attrayante, divertissante, etc., et reprendre notre volonté. Cette conférence est complètement enregistrée, donc vous pourrez la savourer dès qu'elle sera disponible en Mondiovision sur Emmanuel Play, voilà, à partir de fin juin, début juillet. Donc cet été, vous la savourez parce que je pense qu'il faudra la partager. Voilà, merci Baptiste. Le livre est en vente à la librairie. Il y aura une séance de dédicace ce midi après le déjeuner. Donc vous pourrez avoir un contact direct avec Baptiste. Et le contact direct commence maintenant avec une séance des questions. On rappelle que les questions doivent être très brèves, que ce sont des questions et que voilà, on va essayer de partager les réponses. Oui. Donc on a 20 minutes de questions. Hop, là, voilà, je vois les premiers bras qui se sont levés ici. Il y en a en haut aussi, oui, c'est ça. Donc, je prends ici, oui. Bonjour, merci beaucoup. Micro collé, pardon. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez pousser un peu plus loin la réflexion et nous dire quelle clé pour recréer la relation quand le clivage avec les proches est devenu très important, voire dramatique? Je pense avoir poussé la réflexion assez loin, mais bon, tant pis. Non, plus sérieusement, bien sûr que souvent j'ai une partie dans mes conférences où je parle des solutions. Et là, effectivement, je n'ai pas donné de solution concrète individuellement dans sa vie de tous les jours. Donc merci pour la question, je peux au moins maintenant en parler devant vous. Il y a beaucoup de solutions qui existent pour réussir à sortir de l'emprise numérique. Et je commencerai d'abord par réussir à réinstituer des lieux dans lesquels la présence technique est quand même contrôlée. Par exemple, dire que la salle à manger est un lieu dans lequel le téléphone n'a pas à être présent, seulement les dialogues ont à exister. C'est un moyen aussi de dire en fait qu'un bac peut être mis dans la salle à manger, et afin de périmétrer la zone entre guillemets pour dire pas d'écran dans cette zone-là. Si jamais, la question est un peu large, donc si jamais c'est par rapport à un enfant par exemple, un moyen aussi efficace qui peut exister, c'est de réussir à délocaliser les réseaux sociaux. Lorsqu'ils sont sur le téléphone, ils sont en permanence présents avec nous, dans le smartphone, dans la tablette, bref, en permanence, que ce soit d'ailleurs à l'école, dans les transports en commun ou ailleurs. Ce qui peut être aussi utile de faire, c'est d'envoyer tous ces réseaux sociaux sur un ordinateur familial. Comme ça, l'adolescent peut rester connecté lorsqu'il le veut avec ses proches, communiquer avec eux dans une salle dédiée, mais n'aura pas forcément la possibilité de venir être complètement happé par le flux algorithmique produit dans sa chambre ou ailleurs. Et donc en cela, redonner un périmètre au monde numérique est aussi un moyen de reprendre le contrôle dessus. Les contrôles parentaux sont aussi beaucoup évoqués. D'expérience, ils sont aussi beaucoup contournés. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais je pense que c'est très très limité comme solution.
Globalement aussi, ça va être de retrouver les usages en fait, qui arrivent à être substitués par un autre appareil que le monde numérique. Et par exemple, aujourd'hui, moi le premier, je me réveille avec mon smartphone. Or, il est quand même possible d'acheter un outil de la préhistoire qui s'appelle le radio-réveil, qui fonctionne très bien et qui permet le matin de ne pas passer environ une demi-heure à scroller sur Instagram parce qu'on a eu le malheur d'être réveillé par le smartphone. De la même manière, acheter un outil assez rudimentaire, une montre, c'est extrêmement bienvenu, pas connecté, hein, vous ne m'aurez pas connecté, vraiment une montre. C'est aussi un bon moyen de ne pas avoir, sans faire exprès en regardant l'heure, la tentation de répondre à une notification ou autre. Bon, voilà, ce sont des solutions assez collectives que je donne là. Il y a aussi différents moyens plus individuels encore d'agir. Par exemple, on peut mettre en place un minuteur d'application qui marche extrêmement mal, parce que bien souvent il vous dira attention, ça fait quand même une demi-heure que vous scrollez sur Instagram, et vous lui direz merci, mais je veux quand même ajouter 10 minutes. Et bref, 10 minutes en 10 minutes, on arrive sur 2 heures, 2 heures et demie, et là on se dit bon, c'est mignon, moi j'ai conscience que je fais n'importe quoi, mais c'est tout en fait, j'ai juste conscience, mais je fais quand même. Donc c'est pas forcément extrêmement efficace. Dans ce qui marche aussi relativement bien, hein, c'est vraiment, je pense, de renouer avec ses proches en créant aussi des activités qui vous rassemblent aussi. C'est aussi un moyen en fait de retrouver aussi un moyen d'être présent à eux et de leur demander parfois aussi, simplement quand on est présent ensemble, n'ayez pas en fait l'écran sous les yeux, parce qu'en fait être présent mais avec l'écran n'est pas une vraie présence. Donc vraiment remettre tout son sens au mot présence est aussi un moyen de renouer pleinement avec l'altérité. Et enfin, s'il est question, par exemple, d'un enfant de 13 ans qui va bientôt avoir un téléphone parce que tous ses amis en ont un et que c'est inévitable, eh bien, il existe aujourd'hui des téléphones qui n'ont pas de réseaux sociaux. Je pense ici notamment au smartphone The Phone, THEPHONE, et en fait, dessus, on peut appeler, on peut envoyer des SMS, donc faire l'essentiel de ce que propose un téléphone à l'origine, sans pour autant être sur Instagram, Facebook, etc. Donc, il existe plein de moyens de ne pas être complètement happé par le monde numérique, plus ou moins ambitieux, plus ou moins aisé, plus ou moins efficace, mais effectivement, la lutte est extrêmement rude. Merci. Donc en tant que parents et grands-parents, on a compris qu'il y en a une vigilance importante. Une question là-haut, Raphaël. Merci beaucoup. J'ai une question en ce qui concerne la réglementation du numérique, la manière dont vous la voyez. On assiste, semble-t-il, à un combat de géants entre les grandes sociétés de la tech appuyées par un pouvoir politique qui est ce qu'il est maintenant, et le souhait notamment des Européens de chercher à mettre en place une réglementation, et ils sont mis sous pression à cet égard avec des conséquences très importantes. Alors, comment voyez-vous la solution à cet égard ? Doit-il y avoir une réglementation, notamment pour assurer la protection de la dignité humaine, la promotion du bien commun? Et si oui, à quel niveau est-ce envisageable? Ou bien faudrait-il créer des propres systèmes européens, par exemple, propres à la culture européenne, parce que le combat par rapport à ces géants de la tech serait perdu d'avance dans les circonstances actuelles? Est-ce que vous avez une demi-heure devant vous? Non, je sais. Oui, alors déjà très juste, effectivement, faut savoir. Déjà, un point extrêmement important à dire devant vous, c'est que les plus grands lobbyistes au niveau européen ne sont pas l'industrie agroalimentaire. Ce ne sont pas Monsanto, ce ne sont pas non plus l'industrie de l'armement, ce n'est pas Dassault ou Thales. Les plus gros lobbyistes au niveau européen, ce sont les GAFAM. Les GAFAM, à eux tout seuls, c'est 40 millions d'euros par an dépensés en influence. C'est extrêmement important, extrêmement significatif, ce qui en fait donc les principaux acteurs d'influence auprès d'une réglementation qui se joue largement au niveau européen. Comment est-ce qu'on peut agir? Eh bien, j'ai envie de dire, déjà, l'action a commencé. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue inévitable. Concrètement, aujourd'hui, quel est le contexte? Dans un monde mondialisé, concurrentiel, il y a des ressources qu'on appelle le capital humain. Nous sommes tous du capital humain pour des économistes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce capital humain est extrêmement dégradé par l'expérience numérique. Sur le plan cognitif, psychologique, social, on perd des compétences énormes du fait d'un usage massif des écrans. En cela, les États ont compris que s'ils voulaient rester dans la course, ils allaient devoir commencer à réglementer, c'est-à-dire à mettre des limites à une technique devenue folle. En cela,
en cela, l'Australie a emboîté le pas il y a 1 an maintenant, en mettant en place effectivement un âge minimal à 16 ans. Et je pense que c'est une réponse à apporter. Et au niveau européen, aujourd'hui, on peut l'apporter. Il faut quand même savoir que le Digital Services Act, DSA, qui est un texte réglementaire européen, une directive pour être précis, prévoit que les États européens ont le droit de mettre en place un âge minimal pour l'accès aux réseaux sociaux. D'où le fait que la France ait emboîté le pas, d'où le fait que le Danemark ait emboîté le pas, ainsi que l'Italie. Bref, on voit que les choses aujourd'hui changent à une vitesse assez rapide, parce qu'en fait, concrètement, il est vraiment question d'une lutte d'influence quasiment géopolitique. C'est comment est-ce qu'on parvient à détruire le potentiel des générations à venir, et donc l'avenir aussi de la France, du Danemark, de l'Allemagne, en détruisant aussi l'équilibre psychique, cognitif d'une jeunesse entière. Il faut vraiment comprendre qu'il y a aussi des enjeux quasiment géopolitiques derrière l'industrie numérique. Et en cela, l'exemple extrêmement marquant, c'est vraiment TikTok. TikTok propose, notamment en Chine, un algorithme qui est extrêmement différent. Déjà, à 22 heures, l'application est arrêtée, et ensuite, le temps d'écran est limité à 1h30 par jour. Et il y a pas, là, pour le coup, il n'y aura pas une proposition de « est-ce que vous voulez rester dessus 10 minutes de plus ?» Non, c'est pas possible. Et en plus de cela, l'algorithme tendra à favoriser des contenus qui promeuvent des profils, disons, très compétents, très qualifiés, des contenus pédagogiques et éducatifs. Bref, on voit que c'est très loin de TikTok qu'on a aujourd'hui en Occident, en France ou en Amérique. Donc, mettre en place un âge minimal, pour moi, et on pourra en parler après sur les conditions pratiques, c'est vraiment une prérogative importante. Reprendre le contrôle sur la boîte noire algorithmique, c'est aussi un point essentiel. J'ai évoqué dans la conférence le fait de mettre à bas les bulles de filtre à travers la sérendipité, injecté dans l'algorithme, c'est un point. Même plus encore, en fait, il faudrait commencer à lutter contre plein de paramètres qui préexistent aux réseaux sociaux, qui sont dangereux. Et un rapport gouvernemental propose d'instaurer un droit de paramétrage. Un droit de paramétrage pour qu'on décide est-ce que je veux ou non avoir accès aux vidéos courtes, est-ce que je veux ou non avoir accès à un flux algorithmique recommandé ou à l'heure chronologique, est-ce que je veux ou non avoir accès à un scrolling infini où je veux une limite. Bref, il est possible de promouvoir au niveau européen une solution qui est le droit de paramétrage. Et si on veut être un peu plus musclé, on peut même considérer que ces choses-là étant par essence dangereuses, on peut interdire le scrolling infini ou interdire par exemple mettre un temps plancher pour les vidéos courtes pour qu'elles soient moins addictives. Bref, il y a plein de moyens comme ça qui existent. Je pourrais encore développer longtemps, mais je pense que je vais me faire disputer si c'est le cas, donc je vais m'arrêter là. Un grand merci. Donc on a compris qu'il y a un cadre d'État, etc. Et puis vous savez qu'il y a un cadre individuel. C'était aussi chacun d'entre nous en tant qu'électeur, consommateur, abonné, etc. à prendre une décision personnelle. On est assez réceptif à votre discours pour peut-être la plupart d'entre nous, parce qu'on n'est pas né avec l'IA et ni même avec le monde numérique. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes comme vous et aux plus jeunes que vous pour vraiment les convaincre de cette vigilance à avoir avec les écrans et l'IA ? J'interviens beaucoup en milieu scolaire, lycée, collège essentiellement. Et c'est vrai que en fait, c'est là qu'est l'enjeu. Hein. Souvent, j'ironise un peu en disant que mon public n'est pas celui qui devrait m'écouter. Et il y a du vrai là-dedans, quoi. Je veux dire, malheureusement, les collégiens lycéens ne lisent pas des livres de 240 pages sur ces questions-là. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a un message fort à leur faire parler, parce que moi, j'aime bien axer sur un point que je trouve extrêmement parlant et extrêmement éloquent pour réussir à leur faire comprendre que ce qui se joue maintenant, c'est leur vie. Je trouve ça extrêmement pertinent de leur dire, en fait, concrètement, là, si tu passes 4 à 5 heures par jour, c'est autant de temps que tu ne pourras pas investir dans une passion musicale, passion sportive, dans un concours, une épreuve, une école, des amitiés aussi, des liens pour la vie entière que tu pourrais te forger. Bref, en fait, le moment charnière de la jeunesse est un moment sur lequel le potentiel est le plus grand. Le cerveau est très plastique, le corps en plein développement, et donc les expériences manquées, ce temps volé que j'ai évoqué, est un temps qui a des dégâts colossaux par rapport à un âge plus avancé. Jusqu'à 25 ans, le cerveau est très plastique. Après, il l'est moins, désolé. Et donc, j'ai 25 ans, c'est bon, je suis aussi dedans, soyez rassurés. Donc en cela, leur rappeler, en fait, je trouve que la fibre, non pas de l'ego, mais aussi un peu de l'ambition, des talents, la parole des talents. En fait, tu as en ce monde des talents qui sont livrés, il faut que tu puisses pleinement les exploiter et les livrer au monde. Et pour moi, le meilleur moyen de leur dire, il faut agir. Après, là où il est dangereux, c'est de croire qu'un seul, entre guillemets, discours de coach suffira à les faire agir.
J'ai vécu cette période-là de l'enfance, de l'adolescence dans le monde numérique. Dans un bras de fer t'opposant à Instagram et ses vidéos courtes, tu perds systématiquement. C'est impossible de réussir à battre l'algorithme qui sait tellement bien te connaître. Donc, ce discours-là est essentiel pour qu'ils comprennent la démarche, mais ensuite, il faut pouvoir donner un cadre propice à pouvoir agir. Et c'est là où les mesures que j'ai évoquées au début sont utiles, sont aussi un cadre qui l'aide aussi à avancer. Mais globalement, si on laisse l'enfant seul avec un média numérique, un réseau social, il perdra à chaque fois. Le bras de fer est fait pour qu'il perde. Et lui expliquer qu'en fait, le bras de fer, il se fait contre son potentiel, donc sa vie future, c'est aussi un bon moyen de l'amener un peu à avoir un électrochoc. Mais ce qui est vrai, c'est que le numérique agit comme une addiction. Et en cela, pas demander à une personne addicte d'être lucide par rapport à ça. Il faut aussi rappeler une chose, c'est que le parent est parent. Le parent décide. Ce n'est pas l'enfant qui, de lui-même, réussira à pleinement sortir du monde numérique. Mais en revanche, le parent doit comprendre aussi qu'aujourd'hui, le monde social de son enfant, adolescent, passe essentiellement par le monde numérique. Et donc, encore une fois, comme je disais, mettre en place un ordinateur, par exemple, une tablette dans un lieu fixe où il peut avoir accès à ce monde numérique-là, mais sans qu'il puisse l'emmener dans sa chambre ou ailleurs, est aussi un moyen de trouver un compromis plutôt viable pour éviter justement d'être absorbé par l'écran et de pouvoir quand même avoir une vie équilibrée malgré tout. Donc voilà, ça c'est des leviers qu'on peut utiliser. Évidemment, c'est imparfait, hein, mais on pourra, si vous voulez, en discuter après par la suite. J'ai plein de choses à vous dire si vous voulez. Un petit commentaire rapide ici, puis une question. Oui, moi j'ai un commentaire, justement, puisque je vous remercie beaucoup de m'avoir, entre guillemets, servi par vos propos un tremplin. Donc moi je travaille dans un univers à l'éducation nationale où je suis en contact avec beaucoup de jeunes. On a tous été, j'imagine en France, devant nos écrans le soir des Jeux Olympiques, quand Ilian Marlelin était attendu au podium. Ilian Marlelin s'est échoué, s'est cassé la figure parce qu'il a eu des propos extrêmement attaquants sur les réseaux sociaux. Il en fait aujourd'hui un cheval de bataille parce qu'évidemment il a soutenu, mis en avant l'idée de groupe, l'idée de travail, de combativité, d'effort pour arriver à la tête du podium. Et je vous invite tous à suivre justement le sillage que lui et d'autres sont en train de prendre pour vous élever également dans vos propos en tant que coach et aller au-delà du monde. En plus, il est américain. C'est intéressant. Merci beaucoup. Alors, la dernière question. Et désolé, il y aura toujours un contact possible avec Baptiste qui reste avec nous jusque demain. Alors. Merci pour votre intervention. Vous avez beaucoup parlé des dangers cognitifs de l'intelligence artificielle et ils sont réels parce que, notamment dans la confusion entre la machine et un être humain à qui on parlerait quand on parle à ChatGPT ou Gemini. Mais vous avez peu expliqué des moyens concrets quand on utilise l'IA qui nous permettent justement de bien mettre cette distance, de faire attention aussi aux biais de confirmation que l'IA pourrait nous donner en lui disant simplement écris-moi une réponse, non pas pour me plaire, mais très objective. Est-ce que vous croyez à ces outils ou à ces réflexes qu'on peut avoir ou est-ce que pour vous c'est vraiment que illusoire ? C'est une très bonne question qui anticipe un petit peu les recherches que j'aurai à faire d'ici octobre prochain. Mais donc je vous remercie de m'amener à directement esquisser des premières pensées à ce propos-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on peut prompter l'IA, c'est-à-dire lui demander d'être beaucoup moins complaisante. Lui dire, IA, réponds-moi, mais je t'en supplie, ne viens pas me dire que je suis parfait, ça je le sais déjà. Voilà. C'est déjà un premier point pour un petit peu exorciser la pression que l'IA se met pour vous plaire, de vous complaire même d'ailleurs. Donc non, mais voilà, très sérieusement, prompter l'IA pour lui demander de ne pas vous flatter est un point qui peut exister. Après, ça implique une chose, d'avoir un abonnement déjà à l'IA pour qu'elle ait la mémoire aussi de ce que vous lui dites. Parce que si vous n'êtes pas abonné à l'IA, vous allez revenir le lendemain dessus, le surlendemain, et généralement, en fait, elle n'active pas la mémoire interne, ce qui fait que du coup, vous devrez la reprompter à chaque fois pour qu'elle vous donne une réponse qui soit plus objective. C'est un point qui est important. Au-delà de cela, en fait, ça implique aussi une chose, ça implique une forme de précaution cognitive, ou devrais-je dire, de précaution épistémique. Elle nous donne une information, et c'est rare qu'elle la source. Pourquoi ? Parce que l'IA a tendance à vouloir vous garder sur l'interface. Si elle vous envoie avec elle un lien, elle saura que vous avez un grand risque plutôt de partir sur le lien, voir l'étude et ainsi comprendre ce qu'elle vous dit. Donc ce qu'elle veut, elle, c'est vous maintenir dans l'interface, ce qui fait qu'elle a tendance à ne pas mettre les liens. Donc demandez à ce qu'elle ne soit pas complaisante, qu'elle ne vous flatte pas, mais aussi demandez à ce qu'elle mette systématiquement les liens des sources qu'elle emploie. Comme ça, vous pouvez à chaque fois venir le vérifier et ainsi contrôler ce qu'elle vous dit. Ce sont deux moyens pour éviter du coup des biais trop présents. Et enfin, jouer sinon un jeu de rôle. Je veux dire, jouer l'inverse de ce que vous pensez vraiment. Je ne sais pas, si vous êtes par exemple pour la réforme des retraites, vous lui dites donne-moi tout l'argumentaire contre la réforme des retraites, je suis vraiment très opposé. Et là, du coup, son biais de complaisance va agir à l'inverse, elle va vouloir défendre le biais inverse. Donc voilà, c'est 3 pistes pour réussir à contourner les pièges inhérents à l'IA, mais j'aimerais juste
ajouter un truc, c'est quand même, malheureusement, cela est possible à nos âges où on commence à comprendre comment ça marche, la logique algorithmique interne à l'IA. Lorsque on est très jeune, et c'est de plus en plus jeune l'âge d'usage de l'IA, il est plus difficile d'avoir conscience de ces biais-là et de prendre ces précautions-là. Pour être précis, il est impossible quasiment de le faire et d'y penser. Donc oui, il faut agir ainsi, mais ayons conscience d'à quel point cela n'est pas évident pour des personnes qui justement arrivent dans ce monde-là et voient une telle machine avec une telle force de conviction. Voilà. Dans cette défense de nos convictions, je vous suggère un des remèdes possibles, c'est faire le parcours Zaché. Et vous aurez notamment dans le chapitre 8, Unité et liberté, les moyens de discernement à votre liberté et votre volonté. Voilà, donc merci encore Baptiste, merci. Bravo. Alors.